Maintenant, on va voir un nouveau type, un nouveau groupe de mots qui cette fois-ci s'appelle inna wa akhawatuha, c'est-à-dire inna et la fa et ses sœurs. Et ce groupe de mots, ce n'est pas des verbes, ce ne sont pas des verbes, mais plutôt des prépositions. Donc, elles vont fonctionner pratiquement de la même manière que kana wa akhawatuha, à ceci près que déjà, ce ne sont pas des verbes, mais plutôt des prépositions. Qui dit préposition dit mabniya, indéfini, invariable, pardon, et qui dit préposition dit inconjugable. Tandis que la semaine dernière, enfin, kana wa akhawatuha étaient des verbes assez spécifiques, mais des verbes quand même, c'est-à-dire qu'ils peuvent se conjuguer. Par exemple, on avait kana, kuntu, kunta, kunti, kana, kanat, kunna, kuntum, kuntunna, etc. Sarra, sirtu ou sirtu, sirti, sirta, etc. Meziltu, mezilta, mezilti. Eh bien, inna wa akhawatuha, de par le fait de leur essence même de préposition, elles ne se conjuguent pas. Elles vont entrer pareillement dans les phrases composées d'un mubtada et d'un khabar, et leur impact sur ces deux derniers va être différent, va être en fait l'inverse de ce qu'on trouvait chez kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha, laissez le mubtada tel quel, à l'état du raf, mais agissait sur le khabar pour le rendre mansoub, tandis que inna wa akhawatuha vont agir sur le mubtada et non pas sur le khabar. Donc leur effet est inversé par rapport à kana wa akhawatuha. Elles vont rendre le mubtada qu'on avait, enfin initialement le mubtada à l'état du nas et laisser le khabar dans l'état du raf. Nous allons voir quelques exemples de ça là, et aussi quelles sont les sphères de inna et leur sens et leur utilité. Alors on commence par la mère de ce verbe-là, à savoir inna. Nous avons une phrase nominale simple, Zaydun hafizun, composée d'un mubtada et d'un khabar. Zayd qui est le prénom Zayd et hafiz qui signifie en gros mémorisateur, mot que l'on emploie généralement pour ceux qui ont mémorisé la totalité du Coran. On peut l'employer aussi dans la matière du hadith, mais en général on l'utilise pour la mémorisation du Coran. Zaydun hafizun, Zayd est un hafiz du Coran. Si nous faisons entrer inna dans cette phrase-là, ça deviendra inna Zaydan hafizun. Et là, on voit clairement l'impact de inna, pardon, qui a impacté non pas le khabar comme kana wa khawatuha, qui elle aurait impacté hafiz, mais inna a impacté le mubtada et l'a rendu mansoub. Inna Zaydan hafizun. Le sens de inna, qu'est-ce que c'est? Lorsque l'on introduit cette préposition, inna, eh bien le but est d'insister sur le sens de nos propos, sur l'information. C'est pour ça que l'on appelle cette préposition-là harfu tawkidin. Harfu tawkidin, c'est-à-dire une préposition d'insistance. C'est vraiment pour insister sur nos propos, sur la véracité de notre parole. Il n'y a aucun doute. Lorsque je dis inna, il n'y a aucun doute à la véracité. Enfin, selon moi, il n'y a aucun doute à la véracité de mes propos. Si je dis que Zayd est un hafiz, c'est que je le sais à 100% ou 90%. En fait, je l'ai entendu réciter le Coran. C'est l'information supplémentaire à Zayd hafiz, c'est que c'est pas simplement un propos qu'on m'a rapporté, c'est une chose que je sais. Parce que soit je l'ai vu partiellement, soit je l'ai vu entièrement, qu'il a récité le Coran. Vous comprenez la nuance dans cela. Et l'effet grammatical de l'introduction de inna dans cette phrase, c'est que Zayd n'est plus le mubtada. À l'image de ce qu'on avait trouvé dans kana wa khawatuha, qui étaient des verbes qu'on appelait comment? Nasikha, af'al ou nasikha. Eh bien ici, on a le même impact, bien que ce soit des prépositions. Zayd va être le ismu inna et non plus le mubtada. Et il va être aussi mansoub. Tandis que hafiz, lui, va être le khabarnu inna, qui sera marfou'. Voilà pour la première préposition, la préposition majeure de ce groupe de mots, qui est inna. On peut trouver aussi anna. Anna, c'est exactement le même sens que inna. Je n'ai pas mis d'exemple tout simplement parce que c'est le même sens, mais
Tout simplement, la différence avec anna, c'est que anna va venir non pas au début d'une phrase, mais plus au cours de la phrase. On utilisera anna quand on voudra en fait l'introduire au milieu d'une phrase. On voit la deuxième maintenant. Alors, Qaisun ghaniyun wa bakhil. Qais, un nom propre, est riche et avare. On a donc une phrase nominale. Et on a une opposition en fait dans les mots qu'on a donnés, dans les idées qu'on a données. C'est-à-dire qu'il est riche et avare. Et c'est deux termes qui, logiquement, devraient être opposés. Si on est riche, logiquement, on n'est pas avare, de par le fait qu'on détient beaucoup de richesses. Et malgré ça, il est avare. Alors, pourquoi j'ai mis cette phrase? Parce qu'en fait, on veut créer une opposition dans nos propos. Comment on va le faire? En utilisant la préposition lekinna, c'est-à-dire mais, ou malgré. Et ça nous donnera Qaisun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Qais est riche, malgré cela, il est avare. Ou mais il est avare. Donc lakin, c'est une préposition qui se veut opposer l'idée qu'on avait déjà amenée précédemment avec ce qui va suivre en fait. C'est-à-dire qu'au début on a dit Qaisun ghani, l'idée principale c'est que Qais est riche et on va apporter une information qui va s'opposer à cette information principale, c'est-à-dire qu'il est avare. Grammaticalement, on aura donc ismu lakinna qui sera le hu. Le hu, en fait, c'est une abréviation. Lakinnahu, en fait, le hu ici, c'est une abréviation de qais. C'est pour éviter de répéter qais, en fait. Qaisun ghaniyun, lakinna qaisan. Logiquement, on devrait dire ça. Lakinna qaisan bakhilun. Mais pour éviter de répéter encore une fois son prénom, parce qu'on sait pertinemment que ça fait référence à qais, on utilise une abréviation, un pronom contracté. Et qui dit pronom dit invariable, parce que tout pronom est invariable. C'est pour ça que l'on dit ismu lakinna mabniyun. Il est même ici le hu. Les pronoms sont invariables. Sinon, il devrait être mansoub dans la logique. Et puisqu'il est invariable, puisque c'est un pronom, il est invariable. Bakhil, quant à lui, est le khabarun lakinna. C'est pour cela qu'il est marfu'un. Donc, lakinna, son sens, c'est d'en fait opposer une idée principale avec une autre, et on le traduira généralement par mais. Lakinna est communément appelé halfustidrak. Tout ce que je mettrai à gauche en rouge, c'est pas forcément obligatoire de le mémoriser, c'est-à-dire que vous reviendrez à la leçon pour faire les exercices, pour savoir comment on les prénomme exactement dans le jargon. C'est important quand même de le savoir. Mais vous n'êtes pas obligé de les mémoriser, vous les mémoriserez par l'application. Troisième exemple. Aishatu labwatun. Aishatu, c'est le nom propre féminin que l'on connaît tous et qui ne termine pas par une tanwin. Étrange? Non. Tout simplement parce que Aisha, c'est un nom propre féminin et que tout nom propre féminin en arabe est ce que l'on appelle mamnu'un min as-sarf, interdit de tanwin. Labwatun, qui sait ce que signifie labwatun? Je vous laisse 2 minutes, 1 minute. Istidrak signifie opposition, une préposition d'opposition. Donc oui, pour inna wa anna, c'était préposition d'insistance. Et lakina, c'est une préposition d'opposition, on va dire ça. Alors, labwatun signifie une lionne. Effectivement, c'est le féminin de Asad. Et ce qui est voulu par là, bien évidemment, c'est l'image, la métaphore, à laquelle en fait on attache Aïcha à des critères de shaja'a, ça ne veut pas dire forcément ce n'est pas forcément une mauvaise connotation. On voit la troisième sœur de Inna qui est Ka'anna. Ka'anna Aïshata labwatun. Aïcha est-elle une lionne? Et Ka'anna, c'est donc une préposition qui se veut en fait assimiler une chose à une autre, mais dans la métaphore, dans la ressemblance. Donc Ka'anna, c'est-à-dire sembler, ressembler à. On utilise cette préposition pour ce sens-là, comme Aïcha est comme une lionne ou ressemble à une lionne. Ça peut être ça, mais ça peut aussi vouloir dire une chose que l'on pense. En fait, c'est aussi pour utiliser pour le dhan, une chose que l'on pense. C'est de l'assimilation, c'est de la comparaison. On met une chose en parallèle à une autre, une chose que l'on pense. Alors grammaticalement, ça nous donne quoi? Aïcha, c'est le ismu ka'anna qui est mansoub, tandis que la bois est le khabaru ka'anna marfu'. Ka'anna est donc une sœur de Inna et
communément appelé harfu tashbih, préposition de la ressemblance. Quatrième exemple, antum najihuna, c'est-à-dire vous êtes admis en fait. Oui, effectivement, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça dépendra le contexte dans lequel on l'utilisera. Ça pourra vouloir dire vainqueur, ça pourra vouloir dire admis, réussi, euh, etc. Et là, le sens que je voulais donner, c'est par rapport à des examens. La'allakum najihun. La'alla. J'ai oublié de mettre une shadda sur le dernier lemme. La'alla. La'alla. Normalement, ça sera écrit après. La'allakum najihun. Alors, la'alla, ça évoque en fait l'espoir. Et ici, j'espère que vous réussirez ou j'espère que vous serez admis. Le kum faisant référence à antum. On peut aussi traduire ça par en espérant que vous serez admis ou que vous soyez admis. La Allah évoquant l'espoir, c'est-à-dire une chose qui n'est pas encore arrivée en fait. Sous-entendu, on espère, ou alors je peux aussi dire, et une chose qu'on emploie généralement tous les jours, la allakum bi khayr ou la allaka bi khayr, j'espère que tu vas bien. En fait, ça énonce un espoir. Grammaticalement, le kum ici, c'est le pronom, faisant référence au pronom personnel antum. Donc le kum, c'est la forme contractée de antum que l'on a collé après la Allah, à savoir, pour rebondir sur une question que vous venez de me poser, qu'on peut en fait coller les particules à chacune de ces prépositions-là en fait. On peut dire ka'annakum, ka'annaha, ka'annani, la'alli, etc., etc. On peut vraiment coller les particules contractées à chacune de ces prépositions pour donner un sens. Après, c'est vraiment une chose que vous allez voir au fur et à mesure de votre lecture, de votre écoute. Je ne vous donne pas toutes les utilisations, mais je vous donne déjà les bases. Et ensuite, lorsque vous entendrez par exemple la'allak, la'allaka bi khayr, vous vous souviendrez de cette règle-là, que la'alla énonce l'espoir. Et quand vous trouverez ka'annaha shawkatun, ka'annaha, etc., vous comprendrez que ka'anna signifie la ressemblance. La'alla est ce qu'on appelle harfu raja'in, ou alors on l'appelle plus en général harfu taraji. J'ai mis harfu raja parce que raja c'est un mot qui est plus facile à retenir que taraji et un mot que vous emploierez sûrement plus que taraji. Mais ça veut dire exactement la même chose. C'est une préposition d'espoir, d'espérance. On voit bien la shadda sur le lam. Dernière sœur de inna, al-imtihanu sahlun. L'examen est facile. Layta al-imtihana sahlun. Dernière sœur de inna, layta. Layta est presque similaire à la Allah, c'est-à-dire qu'elle énonce une chose que l'on espère, mais c'est que layta, c'est plus du domaine de l'imaginaire, de un espoir vraiment fort, limite irréalisable. Alors, grammaticalement, c'est exactement pareil. Al-imtihan ici, il n'est pas invariable, donc on voit clairement que l'impact de layta sur lui, à savoir qu'il l'a fait passer dans l'état du nasm. Ismu layta mansubun et sahlun khabarun layta marfu'un. Cette préposition layta, on l'appelle harfu tamanni, qui se rapproche plus ou moins de harfu raja, avec une petite nuance quand même de tamanna, qui veut dire espérer aussi. Et c'est vraiment leur sens est assez proche. Et pour simplifier la compréhension, je dirais que layta, c'est vraiment plus de l'impossibilité, une chose irréalisable. Alors que la Allah, une chose qui est abordable. Toutes ces prépositions elles rentrent un peu, tout comme nous avions kana wa khawatuha, dans une notion similaire, à savoir les nawasir. Et on appellera ces prépositions-là hurufun nasikha. De par le fait qu'en fait, elles ont le même impact que kana wa khawatuha, à ceci près que ce sont des prépositions et non des verbes. Je passe à l'exercice. Inna talibati hadiratun al-yawma lakinna talibina ghaibuna. Vous savez qu'il y a des exercices la semaine et je vous encourage à les faire et à me les envoyer en semaine et les faire sérieusement. Les exercices à la maison, même si là le but c'est surtout étant donné qu'on voit une nouvelle notion, de voir comment l'introduire à nos exercices hebdomadaires. C'est pas forcément de passer énormément de temps sur l'exercice, mais plus d'avoir un modèle sur lequel vous pourrez calquer pendant la semaine, parce que les exercices dans la semaine sont plus ou moins sur la leçon qui précède et surtout ce qui a précédé auparavant.
Je vous invite comme d'habitude à les faire et à me les envoyer. Le sens déjà de cette phrase, Inna talibati hadiratun al-yawm, lakinna talibina ghaibun. Les étudiantes sont présentes aujourd'hui, tandis que les étudiants, eux, sont absents. Je reviens sur at-talibin, qui est un pluriel, le pluriel de talib. Le sens, on l'a dit. Maintenant, passons à l'analyse. Inna, qu'est-ce que c'est? Inna, c'est ce qu'on a vu, c'est une préposition. On commence par ça, préposition. La nature du mot que l'on analyse, premièrement, une préposition, à savoir half. Maintenant, de quel type de préposition il s'agit? Alors, on sait son impact, c'est quoi? C'est nasb. Donc, on peut dire half ou nasbin. Chose à faire la distinction et qui va être importante. Les prépositions qu'on voit aujourd'hui, ce sont des prépositions qui ne rentrent que devant un nom. Ce sont des prépositions, donc pas des noms, je répète, des prépositions qui vont entrer dans des noms. Exemple ici, on a inna talibat. Un talibat, c'est un nom. Il faut bien faire cette distinction entre la famille des nawasib qu'on avait vu lorsqu'on parlait des verbes et qui rendait mansoub le verbe, et cette fois-ci des prépositions du nasb qui vont entrer dans les noms. Inna, c'est une half nasb wa tawkid. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que Inna, ça avait pour sens et tawkid. Half nasbin wa tawkid. Si on dit ça, c'est suffisant. On peut dire nasir, même si dans l'analyse grammaticale, en général, pour elle, on ne le dit pas forcément. At-talibat, nature du mot, c'est un ism. Comment le savons-nous? Déjà, premier signe, c'est le alif lam au début. Alif lam ou at-ta'rif. Deuxième signe que l'on peut repérer dans ce mot-là, pour savoir que c'est un ism, c'est la kasra à la fin. La kasra étant un des signes du ism, pour reconnaître la nature du mot et l'affilier à la catégorie des asma. Ce nom-là, c'est un pluriel régulier féminin, et on sait que inna va impacter ce nom-là par le nasb, et elle l'a impacté par la kasra ici. Pourquoi? Parce que les pluriels réguliers féminins deviennent mansoub, non pas par la fatha, mais par la kasra. Le seul endroit dans lequel la kasra est le signe du nasb, c'est pour le pluriel régulier féminin. On dira de lui que c'est un ismun mansoubun bil kasra. Ça, c'est l'analyse brute. Je vous invite souvent à faire déjà, premièrement, l'analyse, on va dire, l'analyse, et ensuite de se concentrer sur la fonction des mots. C'est pour ça qu'ensuite, j'ai dit wa ismu inna. J'aurais pu dire au début ismu inna mansoubun bil kasra. Mais ce que je vous invite à faire, c'est déjà de faire une première analyse brute, une première analyse premier niveau, et ensuite de chercher à déterminer sa fonction dans la phrase. Hadirat, un ism, de par le fait qu'il termine par une tanwin, la tanwin damma, hadiratun. On sait qu'il est dans l'état du raf de par la damma qui est présente sur le ta ici. Et dans cette phrase, sa fonction est d'être le khabaru inna. Ismun marfu'un bid dammati wa khabaru inna. Al-yawma, analyse brute, ismun mansoubun bil fathati. Quant à sa fonction, on ne l'a pas vue, donc on va s'arrêter à là. On ne sait pas, en fait, quand je parle de fonction, c'est-à-dire d'établir la raison de son état. Parce que ça fait partie de l'analyse grammaticale aussi, c'est d'essayer de trouver le pourquoi de son état. Exemple pour talibat, on a vu qu'il était passé dans l'état du nasb. Quelle est la raison de ce changement d'état? C'est que c'est le ismu inna. Et c'est ça qui va être peut-être le plus complet dans l'analyse, c'est lorsque vous saurez déterminer la raison de leur état. Et c'est ce qui vous vraiment permettra d'avoir une connaissance solide. Et lorsque vous vous poserez la question de « Attends, pourquoi il est mansoub ici ?» ça pourra même vous affirmer et vous confirmer que vous êtes sur la bonne analyse. Vous n'aurez plus aucun doute si vous arrivez à trouver la raison, tandis que al-yawma, on n'a pas encore vu pourquoi il y avait une fatha ici. Donc l'analyse brute, c'est ça, ismun mansoubun bil fatha, on se contente de dire ce que l'on voit, mais le pourquoi, je m'y attarde pas, parce que on n'a pas encore étudié ce chapitre-là. Certains d'entre vous le savent, mais la plupart d'entre vous, et moi, je pars du principe que vous ne le savez pas. Donc talibat prend une kassa parce qu'il est dans l'état du nasb, et que, puisque c'est un pluriel régulier féminin, l'état du nasb se manifeste chez lui par une kasra. Reprenez les tableaux que je vous ai donnés.
arrive un moment, si je vous fais des tableaux et que vous ne les regardez pas, je ne peux rien faire de plus. Ça va venir par les exercices. Ne vous inquiétez pas. Alors, lakinna maintenant. Lakinna, c'est une harf nasb. Wa, bah, quand on a listé la famille de inna wa akhawatuha, qu'est-ce qu'on a dit de lakinna? On a dit que c'était une harf istidrak. Donc on dira d'elle harfu nasb wa istidrak. Cette préposition elle a un impact sur la phrase. Cet impact, c'est de rendre mansoub le mubtada en quelque sorte de la phrase, c'est-à-dire le nom défini qui viendra après elle, le sujet de l'information plutôt, et de laisser à l'état du raf l'information qui est délivrée sur ce sujet-là. Alors ici, le sujet c'est at-talibin. On voit qu'il a subi l'impact du nasb. At-talibin, c'est un nom défini, de par la présence du alif lam au début. Je vais montrer avec ma flèche. Alif lam ici signifie que c'est un nom défini. Les étudiants. At-talibin, ici, il est dans un état qui n'est pas le raf. Parce que dans l'état du raf, c'est at-talibuna avec le waouh. Mais ici, le waouh s'est transformé en ya. Ce qui signifie que at-taliboun n'est pas dans l'état du raf, mais dans un autre état. Dans quel état pourra-t-il être? Eh bien, l'état du nasb. Comment le sait-on? Parce que la kinna a pour impact de rendre le mot mansoub. Donc, l'état du nasb. Et quel est le signe du nasb chez lui? C'est le ya. At-talibin ismun mansoubun bil ya. Le ya ici, celui-là. Comment on sait qu'il est dans l'état du nasb? Par ce signe-là. Et pourquoi il est dans l'état du nasb? Parce que c'est le ismu la kinna. C'est lui qui a subi l'impact de la kinna. Ra'ibun, c'est un pluriel régulier aussi masculin. On le reconnaît par l'ajout du waw et du noun au radical à la racine du mot. Ra'ib qui veut dire être absent. Ici, c'est le pluriel d'absent en fait. Les étudiants sont absents. Alors, ra'ibun, c'est un ism qui est marfoua bil waw. Pourquoi il est marfoua bil waw? Parce que c'est le khabaru la kinna.